Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à Simi Télévision. Nous sommes là pour un nouveau numéro du magazine Simi Les Boss. Vous le savez, c'est un magazine qui reçoit une personnalité qui s'exprime sur la situation sociopolitique, voire économique du pays, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et même du monde. Et nous donnons la parole à cette personnalité pour s'exprimer quant à ce. Et nous avons ce jour le privilège d'avoir sur ce plateau, sur Simi Télévision, émettant à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Maître Patient Bachombe. Maître Patient Bachombe, le président honoraire du cadre de concertation nationale de la société civile République démocratique du Congo, président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Il a fait parler de lui en ces temps-là. Et puis il est coordonnateur en exercice de la DICODE RDC, une plateforme de la société civile, président de la synergie des amis de valeurs de Mukwege, SAM en sigle, coordonnateur des mouvements et associations qui soutiennent le docteur Mukwege, et puis modérateur du forum Business for Peace en République démocratique du Congo. Maître Patient, je vous dis bonsoir. Bonsoir, cher Blaise. C'est un grand honneur d'être invité dans cette émission, surtout cette chaîne qui est très suivie à travers le monde. Merci beaucoup, Maître Patient Bachombe. Justement, je voudrais vous poser une question. Vous avez tellement de fonctions sur votre épaule. Comment vous les portez, toutes ces fonctions? Ah, écoutez, c'est un parcours. Le parcours fait que, des fois, on nous charge des responsabilités pour arriver à certains résultats, poursuivre certains objectifs, mais il n'en est pas question de se contenter de titres. C'est pas question de titres, mais c'est un combat, je dirais, pour le changement dans ce pays. Ok, je comprends. Donc vous êtes sur tous les fronts pour évidemment disposer d'un changement dans ce pays. Vous êtes un avocat, vous connaissez la loi, vous savez ce qu'il en est, vous êtes originaire de la partie Est de la République démocratique du Congo, la province du Sud Kivu, mais vous êtes aussi un acteur très écouté, très actif pour la paix dans cette partie du territoire national. Aujourd'hui, la situation va de mal en pis au niveau sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe? Vous, quelle est l'analyse que vous faites de la situation sécuritaire qui sévit présentement dans l'Est du pays? Merci beaucoup pour la thématique. Je crois qu'il y a plusieurs analystes qui ont eu à travailler sur la question de la paix. Nous-mêmes, je peux me rappeler que lors des consultations nationales, le président de la République nous a conviés et je me rappelle que j'ai invité tous les collègues présidents de la société civile venus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et nous avons eu des préoccupations et même des propositions concrètes auprès du chef de l'État, je dirais malheureusement qui n'ont pas été suivies. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont fait des propositions à un niveau donné de réflexion stratégique aux côtés du chef de l'État. Je crois qu'ils ont pu prendre une autre approche. Cependant, nous qui avons travaillé à l'Est, étant à l'époque, j'étais président de la société civile Sud Kivu, j'ai travaillé sur plusieurs forats dans la thématique paix et sécurité. Et nous connaissions la menace que représentait le régime du Rwanda. Et c'était quand même trop osé pour le président de la République et pour le régime en place de donner beaucoup de considérations au Rwanda jusqu'à signer des accords tels que nous l'avons vu et à permettre que le Rwanda arrive ici avec toute sa navette, toute sa navigation aérienne. C'était vraiment un grand risque qui a été consommé et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres accords militaires, sécuritaires et même d'intelligence qui ont été conclus avec le Rwanda. Mais il faut noter que le Rwanda a d'autres visées qu'économiques. Le Rwanda a des visées expansionnistes et ils ne peuvent pas arrêter. Et vous allez vous rendre compte que la donne n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à longtemps. Vous n'avez qu'à voir depuis les années 1996, voilà l'AFDEL qui arrive, après elle s'est muée en RCD,
Après, une autre partie est rentrée, elle s'est muée en CNDP. Après, une autre partie s'est muée en M23. Et je parie qu'aujourd'hui, si on ne tient pas compte de nos propositions, demain, on peut encore dialoguer avec eux et il y aura toujours un autre mouvement, n'est-ce pas, qui va revenir avec d'autres soubresauts. Donc, écoutez, ces gens ont d'autres visées. Il n'y a pas que l'économique, c'est vrai, l'économique aujourd'hui, je peux vous assurer. Le mois passé, j'étais à Bujumbura et j'ai pris cette route-là à côté du Rwanda et j'ai vu comment les routes aujourd'hui du Rwanda sont délabrées. C'est-à-dire qu'avec cette guerre, les routes du Rwanda, ah oui, ils en payent. Quand vous quittez Roua jusqu'à Kamembe, je vous dis, vous ne vous rendez pas compte. Ah bon? Oui, vous ne vous en revenez pas. Donc je pense que il fallait résister encore contre ces pouvoirs avec l'état des sièges. Peut-être que ça pouvait... ils ressentent aussi, ne vous en faites pas, ils ressentent le poids et les effets de cette guerre. Ils ressentent. Alors, nous avons proposé au chef de l'État de mettre en avant la justice. Parce que, écoutez, toutes ces aventures, quand vous regardez sincèrement la manière dont on est en train de résoudre la préoccupation, la question, les M23 arrivent, les autres groupes rebelles qui sont là, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, d'autres groupes armés locaux, aujourd'hui deviennent comme une aide à l'État congolais pour faire face, on ne le dit pas assez. C'est ce que dénonce la communauté. Ah oui, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Parce que il y a ce qu'on appelle la résistance. On ne peut pas soutenir les groupes armés, nous ne pouvons pas les soutenir, mais on peut soutenir la résistance populaire. Les groupes armés, au départ, quand ils sont nés, ils avaient l'ambition de protéger les communautés, mais après, ils ont commencé à se retourner contre les mêmes communautés. On ne peut pas soutenir ces groupes armés. Mais aujourd'hui, sur terrain, on a compris qu'ils étaient en train de se battre contre l'ennemi commun, qui est le Rwanda aujourd'hui. Est-ce positif, est-ce négatif? Je pense qu'il faut apprécier avec tous les yeux. Il faut apprécier avec tous les yeux, derrière les lunettes, parce que il faut leur donner une considération beaucoup plus, je pense, de résilience et de résistance. Alors, on nous a amené la force régionale. La force régionale qui est là, issue de l'EAC. Et on a pensé que l'EAC pourrait être, n'est-ce pas, une panacée pour venir imposer la paix. Si on intègre l'EAC, on pouvait arriver, ne fût-ce qu'à stabiliser le pays et la région. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait renforcer d'abord les petites intégrations pour aller dans des grandes intégrations. Les petites intégrations, c'était par exemple la CPGL. Vous savez, le président Mobutu était génie à ce niveau. Il a estimé que les autres pays tout autour de nous étaient très pauvres. Je cite le Rwanda et le Burundi. Et il fallait trouver un mécanisme pour leur permettre de profiter de nos richesses sans pour autant nous nuire. Et c'est dans cette approche qu'on a mise en place la CPGL. Allez voir tous les projets intégrateurs de la CPGL. Il y a moins de Congolais qui travaillent, mais il y a plus de Rwandais, plus de Burundais. Et à ce moment-là, ils se sentaient quand même à l'aise. Ils ont les courants, donc l'électricité, avec la SNEL. Donc, ils n'avaient pas la possibilité de venir nous menacer, voyez-vous. Mais à côté, au lieu de comprendre qu'il y avait une autre possibilité de passer par la Tanzanie, le Burundi, pour atteindre l'autre côté de l'Atlantique, que dis-je, de l'océan Indien, on est parti faire avec l'Ouganda, on est parti faire avec le Kenya, qui ne nous apporte rien concrètement, mais qui bénéficie. On n'a pas de frontière avec, par exemple, le Kenya. On n'a pas de frontière. Ce qu'on aurait dû obtenir avec le Kenya, on peut l'obtenir avec la Tanzanie.
Et retenez qu'avec la Tanzanie, on a des liens, des intérêts frontaliers, culturels et des frères. Donc vraiment, on a plusieurs intérêts. On pourrait même économiquement... Mais elle est aussi dans l'EAC, non? Mais c'est ce que j'ai dit. Il fallait d'abord renforcer les petites intégrations et continuer à traiter avec les autres pays sous forme de la coopération. Okay. Parce qu'on n'était pas obligé de faire dans un tout avec eux. On n'était pas obligé. Les pays aujourd'hui sont libres de coopérer. La coopération est ouverte. Mais on ne peut pas se lier dans l'intégration. Parce qu'en se liant dans l'intégration, aujourd'hui, la question sur la table, c'est faut-il sortir de l'EAC ou il faut y demeurer pendant qu'aucun pays de l'EAC n'a condamné l'agression rwandaise dans notre pays. Aucun. Aucun, oui. Ça, c'est une bonne donne que vous avez mise. Aucun pays n'a condamné l'agression. Mais ce qui dérange, c'est qu'ils viennent encore pour, je ne sais pas si c'est pour combattre l'ennemi ou pour venir sécuriser. On va revenir effectivement dans donc la question est tout entière. Cette question sécuritaire, vous avez évoqué quelque part un élément essentiel qui ressort, c'est celui lié à la justice. Vous évoquez à tout moment la justice. Le docteur Denis Mukwege parle du rapport mapping, lequel rapport est tracé et dit tout. Pratiquement un tableau qui nous permet de bien interagir quant à ce. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette justice-là? Vous attendez une condamnation de qui? De nous, de la communauté internationale, de l'Union africaine, de qui vous attendez cette justice? Vous savez, pour résoudre des questions, il y a des formules. Quand on parle de formules, même sur le plan tactique, sur le plan même mathématique, ou sur le plan social, et même politique, on se réfère à des initiatives qui ont réussi, des formules qui ont été appliquées ailleurs, dans les mêmes circonstances des temps et des lieux, et qui ont réussi. Nous sommes dans un contexte sous-régional. Et il y a eu des crimes qui s'étaient passés au Rwanda dans les années 94, et on a appliqué la justice, on a éteint le feu. Il n'y a pas eu répétition du génocide. Mais si notre situation se répète pendant plus de 30 ans, c'est parce que nous n'avons jamais eu à appliquer, n'est-ce pas, une thérapie qui sera définitive, malheureusement. On se contente d'aller négocier. Après une négociation, et je crains, parce que je venais de suivre le ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'on va négocier. Ça, c'est grave. On va négocier, on va dialoguer. Oui, mais avec qui? On va négocier, on va dialoguer avec qui? Parce que dans le sommet de Luanda, on a dit qu'on négocie, donc on parle avec les États. Va-t-on parler avec le Rwanda, l'Ouganda, ou on va parler avec le M23? Qu'on soit clair, qu'on nous dise, la population, qu'on ne nous mette pas dans un imbroglio. Il reste dans la logique des accords de Luanda. Voilà. Des événements de Luanda. On va aux accords ou au processus de Nairobi. Ça va, on a invité une panoplie de groupes armés, de Suisse, machin. Et puis, est-ce qu'on veut intégrer le Rwanda, que dis-je, le M23 dans les discussions là-bas? Qu'on soit clair, qu'on nous le dise. Vous voyez. Quant à nous, nous pensons, tant que la justice n'aura pas, n'est-ce pas, sa force d'application, on va assister à un éternel recommencement et la chose ne va pas s'arrêter. Parce que tous ces groupes armés qui ont tué, qui ont violé, qui ont pillé le pays, nous savons tous, vous et moi, que leur place, ce n'est pas autour du chef de l'État. Leur place, ce n'est pas autour des chefs d'État de la région, autour d'une table pour discuter, demander ce qu'ils veulent. Parce qu'on est en train de créer une jurisprudence qui nous colle finalement et qui va nous poursuivre. Nos enfants vont commencer à gérer de choses inimaginables. Alors, le rapport mapping a été commissionné par les Nations Unies. Ce n'est pas les Congo. Les Nations Unies. Il y a quelques jours, la semaine dernière, nous étions avec la délégation
de la communauté internationale avec plus de 4 assistants du secrétaire général des Nations Unies, une délégation de l'Union européenne, de la Banque mondiale, c'était une délégation conjointe. Ils nous ont reçus et nous avons eu des mots justes pour leur dire ce qui frappe d'abord, c'est que tous ces rapports n'ont jamais été publiés. Ce sont des rapports qui ont fuité. Ils ont fuité dans la presse. Mais pourquoi les Nations Unies n'ont pas le courage de publier ces rapports? Ça, c'est un. Pourquoi les Nations Unies n'ont jamais eu le courage de les présenter au Conseil de sécurité pour en discuter? Il n'y a pas que le rapport mapping. Récemment, il y a un autre rapport des experts des Nations Unies qui ont démontré noir sur blanc comment le Rwanda apporte le secours, le soutien logistique, militaire et tout au M23. Mais on en fait quoi? On n'en fait rien. Je pense à ce niveau-là, il y a une approche qui doit être prise par notre État. Laquelle? Et ça sera ça. On n'attend que le stylo du président de la République. Non, une signature. Une signature, juste une signature. C'est quelle approche que vous êtes en train de défendre? C'est tout simplement demander, par son stylo, le président de la République doit prendre ce courage. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui disent, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui se passe au pays? Est-ce que vraiment le président n'est pas derrière? Est-ce que les gens du régime, est-ce que... On commence à suspecter tout le monde. Mais il est ferme, non? Partout il passe. Ben oui, c'est une bonne chose. Ça, nous saluons. Je crois que quand même, on a su sentir dans son chef vraiment un ton assez vraiment menaçant, le Rwanda. Et ça, c'est très bien. Mais il faut aller au-delà de ces plaintes, au-delà de ces accusations. Il faut saisir la justice. Comment? Il faut écrire au Conseil de sécurité pour que l'on puisse ériger soit un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, au quotidien, les meurtrissures, et le peuple peut s'exprimer. Vous voyez, c'est le courant qui se passe en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, au Mali, n'est-ce pas, un peu partout là, c'est sur le peuple. Le peuple s'exprime. Aujourd'hui, quand vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, le peuple s'exprime. Le peuple dit à la communauté internationale, le peuple parle au gouvernement, le peuple parle à l'IAC, East African Community, voyez-vous. Donc, les Nations Unies ne peuvent pas reculer devant la décision du peuple. Voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, un peuple qui s'assume, un peuple qui dit non, un peuple qui dit voilà ce que nous voulons, je peux vous assurer, la communauté internationale va suivre. Alors, la communauté internationale, des fois, joue sur la naïveté de certains dirigeants qui ont la capacité aussi de mater un peu le peuple pour dire écoutez, voilà. Mais si le peuple se met debout, mon frère, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a 2 Afriques. Retenez ça et vous êtes en train de voir des preuves. Il y a 2 Afriques. Donc le peuple congolais aujourd'hui qui est en train de montrer de quoi, qu'est-ce qu'il veut. Je pense que tout le monde peut suivre. Et récemment, je suivais encore le docteur Denis Mukwege qui disait vous attendez la communauté internationale. Vous ne verrez pas la communauté internationale agir. Et la vidéo, elle a beaucoup circulé. Oui, elle a circulé. Vous n'avez pas. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça qu'il faut imposer. Ok. Comme peuple. Alors, je voudrais profiter de cette occasion, justement, maître, puisque vous évoquez le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, professeur de son état, médecin. Vous êtes président d'une synergie qui s'appelle SAM, les Amis de valeurs de Mukwege, mais aussi coordonnateur du mouvement et association qui soutiennent le docteur Denis Mukwege. Et vous êtes constitué, il y a un groupe, je ne peux pas appeler un groupe de pression, un groupe qui, en tout cas, serait ou est sur tous les fronts pour pousser, il y a même des intellectuels, j'ai vu des professeurs d'université, pour pousser le docteur Denis Mukwege à être candidat président de la République. Alors, mais il y a une crainte dans l'opinion aussi, pour ceux qui n'entendent pas à cette oreille cette pression, ils estiment que le docteur Denis Mukwege est un monsieur qui roule pour les étrangers, pour la communauté internationale, puisqu'on le voit dans toutes les grandes universités, en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Dernièrement, on l'a vu, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, à Abidjan. Et alors, lui, président, oui, nous on critique la communauté internationale parce qu'elle semble faire preuve d'une certaine mollesse dans l'exécution de certaines actions, mais là, et lui voudrait devenir président, lui pourtant qui est tout le temps avec cette communauté internationale.
Écoutez, Blaise, je pense qu'il faut d'abord commencer par dire qui est Dr Mukwege. C'est très important. Dr Mukwege, c'est un médecin obstétricien qui a fini ses études en France et qui a décidé de revenir au pays pour soigner les femmes. C'était avant cette guerre qui nous a été infligée. Et il a commencé à travailler à plus de 100 km vers Uvira, là-bas, 100 km de la ville de Bukavu, donc chef-lieu. Et là où la guerre a commencé, c'est dans son hôpital. C'est dans son hôpital. On a tué une cinquantaine de malades. On a tué des médecins, des infirmiers. Et lui, il a eu la vie sauve, il a fui. Il a fui vers Bukavu et puis il est parti commencer l'hôpital, plus tard, l'hôpital de Panzi. Donc, le docteur a fait un travail de titan, avec beaucoup d'amour, de passion. Pendant qu'il est arrivé là-bas à Panzi, il a commencé à recevoir des femmes violées. Ce n'était pas ça sa formation au départ, non. Il a commencé, comment il peut apporter les secours? Il a secouru aujourd'hui plus de 50-80 000 femmes victimes de violences sexuelles. Moi, j'ai vu ces femmes. Moi, j'ai accompagné certaines femmes à la justice. Des femmes violées. Il faut le voir, Monsieur Blaise. Ce sont des mamans, des sœurs comme votre femme, comme ma femme, comme ma sœur. Et le docteur en a soigné plus de 80 000. Il a organisé son hôpital. C'était un petit centre hospitalier qui est devenu un hôpital aujourd'hui. Il a renommé, a dépassé les frontières de ce pays. C'est parmi les Congolais aujourd'hui les plus primés. Pas parce que c'est un homme de main de blanc, non. Mais c'est un homme qui a fait un travail, qui a convaincu par son travail, qui a décidé de quitter la salle opératoire pour sortir, pour dire non. Moi, je suis en train de soigner les conséquences, c'est pas normal. On doit arrêter la guerre. Et il est parti dire clairement à ces multinationales européennes, à ces multinationales américaines, cessez la guerre. Mukwege l'a dit. Peut-être il y a des gens qui veulent lui jeter l'opprobre, le discrédit, qui disent qu'il est utilisé par... Non, loin de là. Je peux me rappeler lorsque le docteur Mukwege a obtenu le prix Sakharov, nous étions partis pour l'accompagner, n'est-ce pas, au Parlement européen. Mais il a dit clairement aux Européens, tant que vous soutiendrez des multinationales qui amènent, qui prennent de l'or, de coltan au prix du sang des Congolais, cet or, ces minéraux sont rouges. Vous comprenez? Donc, c'est un monsieur qui a commencé à faire un lobby, au niveau, un plaidoyer au niveau international pour attirer l'attention de tout le monde, que ce soit des chefs d'État, que ce soit de dignitaires un peu partout, pour leur dire non, ça n'est trop. Voyez-vous, c'est ça le docteur Mukwege. Et il a obtenu évidemment auprès de beaucoup d'universités internationalement reconnues, n'est-ce pas, de honoris causa. Prochainement, on ferait carrément une émission pour parler de qui est Mukwege. Oui, on en parlera prochainement. J'aimerais... Parce que là, il ne s'est pas encore prononcé. Oui. Jusque-là, vous êtes en train d'acculer. Non, on n'a pas besoin que Mukwege se prononce. Vous êtes en train de le pousser pour donner l'impression... Monsieur Blaise, on n'a plus besoin qu'il se prononce. Ah bon? On n'a plus besoin qu'il se prononce. Nous allons présenter sa candidature. Mais oui, écoutez, on n'a plus besoin qu'il se prononce. On a déjà dépassé ces niveaux-là. Est-ce qu'il va s'enrôler? Mais oui, c'est un Congolais. Mukwege, c'est un Congolais, il doit s'enrôler. Tout à fait normal. Il a demandé aux autres de s'enrôler aussi? Vous dites? Il a demandé, puisque dans le Sud Kivu, c'est le 16 que commence l'opération. Non, moi, tout ce que je sais que Mukwege, c'est un républicain. C'est un Congolais comme tout autre, comme toi et moi. J'allais te poser la question, tu t'es déjà fait enrôler? Depuis. Mais si tu t'es fait enrôler, lui aussi, il attend que l'enrôlement arrive là-bas. Il va se faire enrôler, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire, parce que tout Congolais qui réunit les profils, les conditions, les critères, il peut être candidat président, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Alors, la population, on a suivi, que ce soit à l'ouest, au centre, au nord, au sud, tous les jours, les gens disent, nous demandons au docteur Mukwege
Nous savons que vous êtes dans toute votre gloire là au-dessus. Laissez votre gloire, descendez, messieurs. Descendez, venez nous rejoindre ici parce que le pays est en train de se mourir. Ça vous plaît de rester là-bas dans toute votre gloire, aller rencontrer le président, tout ce que vous avez comme gloire alors que le pays est en train de... Tout votre prestige? Non, on n'a pas besoin de votre prestige. C'est maintenant ou jamais. Il faudrait considérer qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, la chance d'avoir un fils comme Mukwege. Le Congo a la chance, a la grâce d'avoir le seul prix Nobel en Afrique centrale. Qu'est-ce qui motive Patient Bachombe? Les autres, quand ils vous suivent, ils se disent, bah, tiens, c'est le même Patient Bachombe, ou comme on vous connaît tonitruant, jamais vous n'avez pris parti pour un politicien, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on vous voit, coordonnateur même, vous êtes au devant de la scène, c'est vous qui menez les troupes pour le docteur Mukwege. Qu'est-ce qui vous anime? Parce que la dynamique politique a montré ses limites. La dynamique politique, aujourd'hui, nous le disons sans peur d'être contredit, la dynamique politique a montré ses limites, le régime même en place a montré ses limites, et nous pensons qu'il faut que la société civile prenne le lead. Lorsque la dynamique politique montre ses limites, la société civile devient le dernier rempart. Nous devons puiser les meilleurs d'entre nous dans ce qu'on appelle Open Society, que les agronomes s'élèvent, que les médecins s'élèvent, que les ingénieurs s'élèvent, les meilleurs d'entre eux, que tout le monde dans toutes les professions, qui s'élèvent les meilleurs d'entre nous pour sauver la nation. La nation est en danger aujourd'hui. Et il faut remettre la nation sur les rails. Et c'est à ce titre que nous avons vu qu'une des personnalités qui requiert des valeurs qui peuvent nous aider aussi à remettre le pays sur les rails, et qui a un carnet d'adresses qu'on est parti chercher au Rwanda. Il n'y a pas un seul Congolais qui a un carnet d'adresses comme celui du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Il n'y en a pas. Donc ce qu'on est parti chercher au Rwanda, on aurait pu l'obtenir auprès du docteur Mukwege. Rappelez-vous qu'en 2020 et en 2021, nous avons adressé une correspondance au chef de l'État pour que le pays reconnaisse le mérite du docteur Mukwege. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique du Sud a fait demander là, n'est-ce pas, ce qu'il est devenu, leur prix Nobel, un peu partout, sauf nous. Les prix Nobel sont honorés dans leur pays, mais notre pays n'a jamais reconnu le mérite du docteur Mukwege. Qu'est-ce qui se passe? On doit se poser cette question-là. On dit aussi que bon, il est bien comme il a ce prestige-là, il a ce respect-là, mais on estime que si le docteur Mukwege se lançait en politique, c'est un terrain très sale et il pourra y laisser les plumes. C'est ce qu'on lui demande. Qu'il y laisse les plumes. En tout cas, ce qu'on lui demande, voyez-vous, c'est que toutes ces mamans demandent au docteur, c'est que tous ces des millions de Congolais qui ont fait des pétitions demandent au docteur Mukwege, c'est qu'il soit comme un militaire qui vient sous le drapeau. Tout ça veut dire qu'il vient se sacrifier aussi pour le peuple. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont prêts. On va les salir là-bas. Hein, mais oui, mais c'est ce qu'on lui demande. Il est conscient de ça. Il doit être conscient parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais refusé. Le docteur n'a jamais refusé qu'il ne sera pas candidat. Montrez-moi une seule vidéo, un seul article où il a refusé. Le docteur a dit oui, il est d'accord si le peuple s'assume. Ah, comme il y a déjà un oui, il y a espoir. Donc c'est pourquoi nous disons, nous on n'a plus besoin d'attendre un autre oui. Voyez-vous, nous on attend même, si nous demande de nous organiser, de nous assumer, tout ce que vous notez là comme mouvement, nous sommes en train de nous assumer. Les femmes sont en train de s'assumer. Des femmes qui viennent de mettre même une caisse. Les femmes ont déjà réuni 100 000 $ pour la présentation de la candidature du docteur Mukwege. C'est déjà, donc les femmes congolaises ont déjà réuni. L'argent est là. Et ce sont des femmes qui détiennent dans leur compte. Maintenant, les femmes sont en train aujourd'hui de récolter l'argent pour la campagne. Je vous informe. Pour la campagne. Bon, le docteur n'a pas refusé qu'on récolte la campagne, l'argent pour la campagne. Donc, c'est déjà parti. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons plus lui demander d'être candidat. Non, nous avons déjà dépassé ça. Vous voyez des signaux positifs? Mais oui, absolument. Alors, et sa mission sera seulement de remettre le pays sur les rails. Et s'il remet le pays sur les rails, on fait les réformes. Il n'a pas besoin de faire 2 mandats. Il fait seulement un seul mandat
il remet le pays sur le rail, il remet le pays aux politiques. Donc la mission de la société civile, ce n'est pas d'exercer la politique, non. Une transition. C'est une sorte de transition. Mais oui, mais absolument. Mais ça sera légal. Ok, alors, puisque vous évoquez le Rwanda, vous évoquez l'Ouganda, c'est revenu plusieurs fois dans cette émission, est-ce que vous pensez qu'un jour la République démocratique du Congo pourra prendre le dessus sur ces deux pays particulièrement? Parce que les gens voient plus le Rwanda, mais aussi l'Ouganda qui est ici chez nous aussi, et qui est accusé aussi des choses assez inconvenantes. Et vous pensez qu'un jour nous pouvons parvenir à changer la donne? On peut changer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ce qu'il faut faire, il faut être stratégique ou stratège. Il faut nouer une bonne combinaison stratégique entre l'Ouganda, entre le Burundi, la Tanzanie et peut-être même la Zambie et l'Angola et d'autres pays que je ne cite pas encore, pour montrer la force. Et à ce moment-là, continuer à opposer au Rwanda, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça, de relations gagnant-gagnant, hein, donc des relations de coopération, s'ils le veulent, mais pas donc, avec l'Ouganda et avec le Kenya, s'ils veulent venir acheter quelque chose chez nous, on leur ouvre, mais ils achètent comme tout le monde. Mais pas des accords bénéfiques qui leur permettent de puiser et de voler nos richesses, comme c'est fait dans les temps. Donc moi je pense que ces pays peuvent se mettre ensemble stratégiquement et créer une sorte de CPGL, mais qui prend en compte la Tanzanie, le Burundi, dans un premier temps, et les autres pays que je viens de citer, et créer un autre bloc en face de l'Ouganda et du Rwanda, de sorte que les autres viennent négocier. À ce moment, s'ils viennent négocier, on va traiter avec eux, n'est-ce pas? C'est là que j'ai parlé des gagnants-gagnants, mais on traite avec eux vraiment comme on traiterait avec d'autres pays lointains. Okay. Voyez-vous, ça c'est un. Deuxièmement, je pense qu'avec le Rwanda, il faut arriver à faire une pression au niveau international pour fragiliser le régime du Rwanda. Okay. Et que le Rwanda organise aussi en son sein des dialogues et accepte de recevoir les FDLR qu'ils prétendent être sur le terrain congolais. À entendre voyez-vous, chez eux. C'est très important. Autre chose, il faut amener, il faut faire que le Congo ait aussi des regards d'intelligence au Rwanda. C'est possible. On a des rwandophones qui nous sont proches. Il faut les capitaliser, pourquoi pas? Pour que le Congo ait aussi des gens qui peuvent suivre tout ce que les Rwandais veulent réaliser, donc tous leurs plans, tous leurs projets contre nous. Donc il y a beaucoup d'autres stratégies que nous ne saurons pas livrer ici, mais nous, la société civile, nous avons réfléchi sur tous ces aspects-là. Il faut ne pas donner la force au Rwanda. Les Rwandais ne sont pas des anges, ce sont des humains comme nous. Il faut que nous ayons des dirigeants qui savent dire non. Ok. Alors, puisque vous l'évoquez, nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin de cette belle entrevue. Alors, comme coordonnateur en exercice de la DICODE, RDC, qui est une plateforme de la société civile, vous croyez que les élections auront lieu à la fin de cette année? En tout cas, nous tenons au calendrier. Nous tenons que les élections aient lieu parce que nous savons que si nous allons aux élections, c'est sûr que ça va permettre à respecter les cycles électoraux. Peu importe les problèmes logistiques. Je vais y arriver, les cycles électoraux. Et nous tenons à ce que les élections se tiennent. Parce que si les élections ne se tiennent pas, il y aura des problèmes que nous aurons difficiles à gérer. De l'autre côté, avoir la manière dont ce processus même d'enrôlement se passe, il y a des craintes énormes. Déjà, on voit des enfants s'enrôler. On voit des cartes, on a arrêté même quelqu'un avec 300 cartes. Peut-être dans les profonds, le Congo profond, il y a des milliers de cartes, des millions de cartes qui sont en train
de circuler. Donc ce processus n'est plus crédible. Et nous dénonçons, je profite de votre micro pour dénoncer, n'est-ce pas, la non-crédibilité du processus en cours d'enrôlement. Le fichier, comment ce fichier sera-t-il, n'est-ce pas, crédible? Comment on va faire pour que ce fichier soit crédible? Je ne sais pas. Il faut un consensus aujourd'hui. C'est très important. Parce que si on va comme ça, avec un taux de tribalisme qui est devenu à outrance aujourd'hui, et la haine et tous ces discours, nous risquons d'arriver en décembre dans une tension et une explosion. Okay. Il faut calmer, il faut mettre la balle à terre. Et ça aurait dû se faire bien avant pour voir comment maintenant on va entamer les élections, n'est-ce pas, dans une... Si ça n'arrivait pas, vous n'êtes pas pour une probable transition? Non, une transition, je serais d'accord avec une transition si le président actuel ne sera pas dedans. Si le régime ne sera pas... On a déjà eu un cas de jurisprudence. Mais c'est ce que je dis, ce cas de jurisprudence, c'est un cas qui ne nous a pas aidés. Je pense que la société civile accepterait une transition pourvu qu'elle ne soit pas dirigée par les politiques. Nous accepterions cette transition. Mais on n'est pas d'accord avec la transition. Le 24 janvier, s'il n'y a pas de président, écoutez, le 20 décembre de cette année, s'il n'y a pas élection, le régime doit plier bagage. Que ce soit les opposants, que ce soit les opposants, que ce soit les gens de la majorité, en tout cas les politiques on doit mettre en place une nouvelle personnalité qui va diriger cette transition. Dès la société civile. Les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées parce qu'on n'acceptera pas que les choses se passent comme ça, parce que tout ce qu'on a donné comme proposition, on les a minimisés, on les a... Mais maintenant, ils se trouvent devant un problème. Et ils veulent y aller foncer droit dans le mur. On ne peut pas foncer un pays droit dans le mur. Ça, c'est la catastrophe. Donc, je pense que le président de la République doit voir cette question au sérieux. Le président Kadima de la CENI, c'est très important parce que on aimerait et on a pensé que une quatrième expérience allait, voulais-je dire, nous amener quand même à une amélioration. Malheureusement, aujourd'hui, on a dégringolé même. Et le processus n'est plus crédible. Donc plus on avance, plus ça dégringole. Non, le processus n'est plus crédible. La CENI elle-même a publié qu'on a... Elle est en train de publier... Je ne sais pas moi qui le dis, c'est la CENI elle-même. Et au moment opportun, on va utiliser les mêmes communiqués, on va opposer la CENI à ses propres communiqués. Alors vos enfants qui vous suivent, ou bien les enfants, les nôtres, tous ces enfants qui vous suivent à la télévision en ce moment, peuvent nourrir une certaine crainte, c'est dire, ben, tiens, le tableau tel qu'il est peint par Maître Patient Bachobé, l'avenir de la République démocratique du Congo n'est pas rose. L'avantage pour moi, c'est de dire la vérité. Il y a des choses qui se disent dans les salons, des choses qui se disent derrière le rideau. Mais moi, j'ai obtenu un privilège devant votre micro pour en parler. Voyez-vous? Merci. Non, nous devons rendre cet avenir rose. C'est à nous tous, Congolais. Lorsque nous avons demandé à ce régime de ne pas faire avec le Rwanda, nous avons crié, nous avons fait des tweets, nous avons crié sur le toit. Qui nous a écoutés? Maintenant qu'on est en train de gérer les conséquences, vous voulez que nous-mêmes aussi, on doit leur dire la vérité, qu'on aurait dû éviter ça, vous n'avez pas écouté. Mais si on écoute aujourd'hui ce que nous sommes en train de proposer, l'avenir sera rose. Mais si, regardez autour du président, il y avait combien de gens qui sont aux arrêts aujourd'hui? Regardez autour de lui, voyez-vous. Donc, moi je pense qu'on doit écouter la société civile. Okay. Parce que quand je parle de la société civile, je ne vois pas les organisations seulement, je vois l'Open Society. Donc, toute l'expertise que nous avons au pays. Aujourd'hui, les citoyens doivent s'élever pour dire je ne suis pas, comme on dit, Mwanainchi, donc je ne suis pas un Congolais seulement, mais je suis le propriétaire du Congo. Chacun est propriétaire du Congo. Donc nous devons nous exprimer comme des propriétaires. Donc un propriétaire d'un téléphone ou de quelque chose, il se prévaut
de ses droits. Et c'est ce que nous demandons au peuple congolais. Et c'est ces droits que nous allons prévaloir le moment venu. Merci beaucoup, Maître Patient Bachombe. Je ne sais pas combien de minutes il me reste pour amorcer. Bon, peut-être on va le faire prochainement. Nous aurons toute une émission consacrée à cette candidature qui fait parler d'elle, celle du docteur Denis Mukwege. TV5, les médias internationaux en parlent. Mais on en saura quelque chose d'ici les jours qui viennent. En tout cas, vous nous faites toujours le plaisir de vous amener sur ce plateau. Nous vous disons merci. Alors, une dernière communication avant que nous mettions un terme à l'émission du jour. Une dernière communication, je ne vais pas l'appeler dernière, mais peut-être avant, parce que prochainement vous allez la l'émission du jour. Merci beaucoup. C'est de dire que soutenons nos compatriotes du Nord Kivu, soutenons nos compatriotes du Sud Kivu. Je viens de faire une tournée au Nord Kivu et au Sud Kivu le mois dernier. Je suis arrivé jusqu'à Bujumbura et puis je suis rentré. Et j'ai compris la psychose. J'ai compris que là-bas, à l'Est, les gens commencent à développer un discours qui n'est pas un bon discours. Ils commencent à dire, ni Tété Kagame au pouvoir au Rwanda, on se serait dégagé de Kinshasa. Les sentiments que les autres ont, c'est que ils ne ressentent pas aujourd'hui, après que les tentatives de prendre Goma, après les marches qui ont été faites contre la force régionale, on n'a pas senti vraiment un sursaut, cette solidarité ici, par des marches, voyez-vous, et on n'a pas ressenti ça. Alors ils veulent, et ils m'ont dit cela, ils veulent vraiment que nous soyons un seul peuple. Et or, aujourd'hui, à voir la manière dont on est en train de toucher sur la fibre tribal aujourd'hui, provincial, qu'en sais-je, il y a des craintes. C'est de demander aux Congolais de transcender la dimension tribale, la dimension coloniste ou régionaliste, pour regarder la dimension nation. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que, oh, la balkanisation, oh, on crée la balkanisation. Moi, je commence à penser pire que la balkanisation. Je commence à penser que ce n'est pas seulement la balkanisation que les autres cherchent. Peut-être qu'ils cherchent tout le pays. Aujourd'hui, on est en train de prendre tout le pays. Ce n'est pas seulement une partie. Parce que si vous regardez ce qui se passe à Kwamout, si vous suivez ce témoignage de ces brigands qui ont été appréhendés avant-hier, si vous suivez ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo central, si vous suivez ce qui se passe un peu partout, même dans le Kasaï et dans le Katanga, vous comprenez que le problème c'est de mettre un chaos. L'adversaire, l'ennemi, veut mettre un chaos interne. Il est urgent et important que tout le peuple se solidarise avec le Nord Kivu, le Sud Kivu. Le sentiment que les autres ont au niveau du Burundi, c'est que le Rwanda voudrait prendre Goma, Bukavu et Bujumbura pour avancer vers Kinshasa. Okay. Faites attention, faisons attention, mettons les batteries en marche, devenons une seule nation, aimons ce pays comme des propriétaires, pas seulement comme des Congolais, mais je dis, pas seulement comme des citoyens, mais des propriétaires. Je voudrais vous amener dans cette dimension des propriétaires. Je suis propriétaire du Congo. Chacun doit dire, je suis propriétaire du Congo et je m'assume comme tel. Merci beaucoup, Maître Patient Bachombe, qui nous a fait plaisir de venir échanger avec nous sur ce plateau sur la situation sécuritaire qui se détériore dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons fait une lecture désintéressée de cette situation et comme dans ses habitudes, il a été vrai. Il dit les choses telles qu'elles sont, les couleurs telles qu'elles se présentent et nous devons rester un pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, étendue sur ces 2 345 410 km², soit telle qu'elle et demeure telle qu'elle pour que nos enfants puissent en bénéficier. Merci à toute l'équipe technique de CIMI Télévision. Nous vous disons à très prochainement et portez-vous bien. Au revoir.